Je me suis souvent dit que je resterais seul toute ma vie, que j'aimerais sans être aimé. Mais la vie est pleine de surprises. Nous sommes fin 1994, les années lycée commencent, je retrouve mon meilleur pote Johan et c'est le pied. J'ai même envie de travailler à l'école, ce que j'avais pas fait depuis le mois d'octobre en troisième. J'étais devenu un cancre. Mais maintenant je vais bien, je travaille, les cours de BEP me semblent simples, c'est plutôt intéressant, les stages aussi. Je travaille sans trop en faire et j'ai de bons résultats. Mon lycée est dans le centre d'une grande ville. Après je peux squatter les magasins de jeux vidéo, le seul magasin de manga de l'époque. Je recroise mes amis d'avant l'expulsion et je m'en fais de nouveau. Je m'autorise à regarder quelques filles autrement que comme des amis. En revanche, moi, on ne me regarde pas. Il faut dire que l'acné a débarqué sur ma tronche, ça n'aide pas à avoir confiance en soi. Avec cette tête, je risque pas de plaire à qui que ce soit. Enfin, sauf au dermatologue, à qui on va rapidement expliquer qu'il faut passer au traitement de choc. Parce que le Biectol et l'eau précieuse s'évaporent en voyant ma tête. Je vais me retrouver à prendre du Roaccutane. Alors, s'il y a des gens qui ont des problèmes d'acné et qui écoutent cette histoire, j'aurais tendance à dire que c'est le médicament ultime. En quelques mois, ça a tout fait partir. C'est magique. Mais il faut faire un suivi. Peut-être pas manger n'importe quoi, même si je pense que ça, c'était plutôt de l'ordre du conseil que d'un vrai souci avec le médicament. Et puis surtout, il y a des effets secondaires dont il faut se méfier. On me parle de potentiel état dépressif à surveiller. C'est un vrai effet secondaire avec le Roaccutane. C'est sérieux et documenté, le prenez pas à la légère. En tout cas, pas comme moi, parce que quand j'entends ça, je me demande bien comment je vais pouvoir faire la différence, honnêtement. Depuis un moment, je me considère comme dépressif, j'ai des phases plus ou moins longues et pénibles que j'affronte à grands coups de loisirs et d'alcool pour m'empêcher de penser. Je pourrais pas dire si ça a influencé mon état. En tout cas, les boutons qui disparaissent, ça me redonne un peu confiance et je commence à de nouveau parler plus facilement aux filles et à rigoler avec elles. J'ai moins honte de mon apparence. Quand l'été arrive, je vis toujours loin de mes potes, mais je réussis à passer quelques jours avec eux en dormant chez l'un ou l'autre. Sur ces quelques jours, on passe du temps avec des filles du camping le soir. On va au SDF. Je ne relève pas la cocasserie du nom à l'époque. Le SDF, c'est le stade de foot municipal qu'on va squatter la nuit. On se voit à la lumière de la lune, on boit des bières, on chante du Nirvana. C'est cool. Des couples se forment. Et un soir, la veille de mon départ, une fille va me coller. J'étais parti dans de sacrés délires avec un ami et je crois que ça la faisait beaucoup rire. Quand on se lève pour changer d'endroit, elle me prend la main. On se promène ensemble et je n'ose rien faire. Je n'ai même pas entendu le son de sa voix, je connais pas son nom. On se balade ensemble, c'est troublant mais pas désagréable qu'on s'intéresse à moi. C'est quand même bien de plus avoir de boutons. Bon, et l'obscurité a probablement aidé aussi. Le temps passe, on est en direction du camping et on ramène tous ceux qui y passent leurs vacances. On se tient encore la main avec cette fille, sans rien faire. Je repense alors à Cindy qui m'avait donné un rapide baiser avant de disparaître, à tout jamais. Je le fais pas, moi. Le lendemain, je rentre à la maison, je ne la reverrai probablement jamais. Je veux pas faire ça. Quand j'en reparlerai à la rentrée avec Johan, il a un vague souvenir de l'avoir vue avec un autre garçon le lendemain, ce qui me rassure. Elle aura eu une petite histoire de vacances, pas avec moi, c'est tout. Dans le bureau, dans ma tête, on est toujours assez clair sur le projet. On ne tente rien si on n'a pas de sentiments, et on espère qu'un jour on trouvera quelqu'un avec qui ça sera réciproque. Après le BEP, j'enchaîne avec un bac pro, sauf que ça me convient pas, je m'ennuie ferme. Mais je me fais quand même un super pote dans la classe, Gaël. Il a une dégaine de métalleux. Alors moi qui suis à fond dans ce genre de musique depuis l'enfance, je me rapproche direct de lui. En quelques blagues, on devient super potes et on l'est toujours aujourd'hui. Il fait partie de ce petit cercle de potes fiables vers qui je me tourne quand ça va pas. Niveau moral, ça va pas justement. Et honnêtement, je sais pas pourquoi. Les stages en entreprise sont top, mais les cours non. Et je suis pas vraiment sûr que ça soit juste ça le problème. Mais j'entre dans une de ces phases de dépression où j'ai envie de rien faire et certainement pas travailler en classe. J'ai fini par quitter le lycée, ça marquera la fin de mes études. Bilan de fin d'études, j'ai pas le bac et je suis jamais vraiment sorti avec une fille. Alors ok, je sais que je peux plaire, mais on va pas se mentir, c'est pas souvent non plus et ça n'a jamais été réciproque. Ma confiance et mon estime de moi ne sont pas au top. J'ai passé l'été à chercher quoi faire de ma vie. Je m'inscris à la NPE, qui est devenue Pôle emploi puis France Travail depuis, faites vos pronostics pour le prochain nom. Et je vais débuter une première formation informatique avec un petit stage sympa. Celle qui s'occupe de moi en entreprise est une femme géniale, qui est toujours une amie proche encore aujourd'hui.
En fin d'année, je trouve un boulot. J'ai un CDI, donc le mois suivant, mon père me trouve un appartement et me met dedans parce que ça y est, je bosse, donc je peux me débrouiller tout seul. Je me retrouve à 18 ans dans mon premier appartement. Et à vrai dire, je percute même pas sur le coup qui vient de me mettre à la porte, d'un commun accord. J'aurais bien mis de côté quelques sous avant, moi, mais bon, je vais me débrouiller. Au boulot, j'ai essentiellement des collègues féminines. Le midi, on mange ensemble, ça papote sec. Je suis à l'aise avec les femmes. Je pense que sur cette période, je me décoince pas mal. Mais la solitude dans mon appartement, ça commence à m'attaquer, et bien comme il faut. Le soir et le week-end, je vais me dézinguer avec mes potes. Les bars qu'on fréquente ne sont pas loin de chez moi. J'y vais dans l'espoir de les retrouver. Parfois, je ne trouve personne, alors je discute avec les barman qui me connaissent et je bois avec des inconnus. J'atterris chez eux même, sans trop savoir comment. J'ai beau avoir une tête de gamin, quand je dis que j'ai un appart et que je bosse, on me voit plus trop pareil. Et parfois, je m'autorise même à dragouiller, lamentablement. Avec l'ivresse, je ne pense pas à grand-chose, mais j'entends très bien le gros lourd qui gère le désir sexuel. Déjà que d'habitude il est pénible, là il va vraiment devenir insupportable sur cette période, et me faire vivre quelques expériences que je préférais pouvoir effacer de ma mémoire, entre culpabilité et honte. Je finirai par éviter certains endroits pour ne pas croiser certaines personnes. Et j'aurais même tendance à proposer à mes potes de plus trop sortir et de faire des soirées chez moi. Ce qui fonctionnera pas mal, vu que ça coûte moins cher de prendre un pack de bière et de boire à la maison. Je bosse, j'ai mon appartement, mais mes potes sont encore tous au lycée ou étudiants et vivent chez leurs parents. Johan et les autres ont de nouvelles amies rigolotes, voire un peu faux-folles, qui sont connues en cours. Elles débarquent en soirée et j'en regarde une, Mélina. Elle est un peu moins fantasque que les autres. On peut parler, elle s'intéresse vraiment à la musique, elle a un grand sourire et son regard m'intrigue. Les paroles de certaines de mes chansons préférées semblent parler d'elle depuis quelque temps, et ça, c'est généralement le signe que l'amour s'est installé. On se retrouve régulièrement avec ce petit groupe, je vois Mélina, des fois elle est en couple avec un autre, ça m'attriste. Le temps passe, nous arrivons à la fin de l'année 98 et l'entreprise dans laquelle je bosse délocalise mon service en Espagne. Je dois aller là-bas en semaine pour former les gens qui vont faire mon boulot, et j'angoisse de laisser mon appartement vide. Je le prête à Johan pour qu'il le garde, en lui vendant le projet de pouvoir se retrouver seul avec sa copine. Quand je reviens le week-end, on se fait des soirées avec toute la bande et je revois Mélina. Elle est seule. Et là, ça commence à devenir vraiment quelque chose. On ne se parle plus de la même façon, on se regarde autrement, du moins quand j'arrive à la regarder. J'ai envie de la faire rire, de l'intéresser, je sais pas comment m'y prendre. Et je ne vois même pas que j'y arrive. Comme à l'époque, le gars dans le bureau des sentiments a tapissé les murs de photos de Mélina. Il n'y a plus qu'elle dans ma tête. Je demande aux copains s'ils pensent qu'il y a moyen, et là ils sont tous assez clairs. Ouais, c'est sûr, c'est bon, fonce, elle a des vues sur toi. Je n'y crois pas du tout, mais je vais tenter un truc. Super maladroitement, j'explique un soir à Mélina que Johan ne peut pas garder l'appartement la semaine qui arrive. Ce qui est faux évidemment. Et que j'ai besoin de quelqu'un de sûr. Alors je lui propose à elle, je lui dis que je sais qu'elle est assez responsable et que je lui fais confiance. J'argumente en lui disant qu'elle pourra être tranquille dedans, que j'ai plein de disques et de films. Je lui vends le projet à fond, un vrai commercial. Et donc, elle accepte. La semaine passe en Espagne, je l'appelle pour prendre des nouvelles. Je me sens un peu en confiance, j'ai l'impression que je vais réussir mon coup. Le vendredi, mon collègue me ramène d'Espagne et me dépose chez moi. Mélina m'attend. Elle a fait à manger, c'est mignon. On discute, on écoute de la musique, ma confiance disparaît progressivement. Et si elle me disait « Non merci, mais c'était sympa », mince, je vais prendre un râteau. Bon, je me lance. J'avais prévu de dire un truc tout simple pour lui proposer de rester avec moi. Alors je le fais. Tant pis si ça fonctionne pas. Bon alors, cette semaine avec un appartement, tranquille, sans parents, c'était cool. Ouais, c'était cool. Et tu voudrais pas rester genre tout le temps? Pas un mot. Elle s'approche de moi, on s'embrasse. C'est magique. Une femme pour laquelle j'ai craqué et qui veut de moi. C'était jamais vraiment arrivé. On passe la nuit sur le canapé. Je la tiens simplement dans mes bras, rien de plus, et je suis heureux. Ma chaîne hi-fi a un lecteur dans lequel on peut mettre 3 disques qui vont être lus en boucle toute la nuit. Je les écoute parce que je dors pas. Je suis tellement bien. Quelques jours avant, je déprimais tellement. Je vis à fond cette euphorie de début de relation, une euphorie qui sera de courte durée. Le lendemain, j'apprendrai une nouvelle qui va me démolir. Malgré l'état dans lequel je vais me retrouver, Mélina restera avec moi. Je me demande souvent pourquoi elle est restée avec moi toutes ces années. Je parle parfois du syndrome de Stockholm. Je n'aurais pas été étonné qu'elle me quitte pour trouver quelqu'un de plus stable. C'est pas ce qui manque. En plus, c'est pas comme si j'étais agréable à vivre. J'avais autant peur qu'elle m'abandonne qu'envie de saboter notre relation en la poussant à partir pour qu'elle soit plus heureuse avec quelqu'un d'autre. Pourtant, au moment où je vous raconte cette histoire, ça fait plus de 25 ans que nous sommes ensemble.
prochain épisode. Dysphorie.